Bonjour tout le monde. Cette vidéo est destinée aux étudiants de médecine de 5e année, module de néphrologie. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie des anomalies du bilan de l'eau et du sodium. L'hyperhydratation intracellulaire se définit par un transfert d'eau du compartiment extracellulaire vers les cellules. Ce transfert est provoqué par une hyponatrémie avec une hypoosmolarité. L'état d'hydratation intracellulaire peut être évalué par le calcul de la tonicité plasmatique. Le volume du compartiment extracellulaire peut être variable. Soit il est normal, on est devant une hyperhydratation intracellulaire pure, soit il est diminué, on est devant une hyperhydratation intracellulaire avec déshydratation extracellulaire. Soit il est élevé, on est devant un état d'hyperhydratation globale. L'hyperhydratation intracellulaire isolée donc, est un excès d'eau sans modification du sodium par une diminution des capacités d'élimination rénale. Soit il y a un excès d'ADH ou bien il y a un déficit endocrinien. Dans ce cas, on aura une hypotonicité plasmatique qui va entraîner le flux d'eau du secteur extra vers le secteur intracellulaire, entraînant une hyperhydratation intracellulaire pure. Les signes cliniques sont essentiellement neurologiques. Ils sont corrélés à l'hyponatrémie. On peut donc avoir un œdème cérébral, traduction d'une hypertension intracrânienne. La symptomatologie est d'autant plus marquée que l'hyponatrémie est profonde et s'installe rapidement. Classiquement, les hyponatrémies aiguës qui se sont installées en moins de 24 heures sont symptomatiques et se manifesteront par une encéphalopathie. Les hyponatrémies chroniques sont plutôt asymptomatiques. L'hyperhydratation intracellulaire peut être secondaire à une hyperhydratation extracellulaire. C'est le cas de l'activation des mécanismes compensateurs, la soif et la sécrétion d'ADH secondaire à l'hypovolémie relative, qui va entraîner une rétention d'eau, mais supérieure à la rétention de sel, et donc une hypoosmolarité plasmatique aboutissant à un départ d'eau du secteur extra vers le secteur intracellulaire et la constitution d'une hyperhydratation intracellulaire. L'hyperhydratation intracellulaire peut être secondaire aussi à une déshydratation extracellulaire. Par quel mécanisme? C'est une activation des mécanismes compensateurs, c'est-à-dire la soif et l'ADH, secondaire à l'hypovolémie vraie. Dans ce cas, l'entrée d'eau sans sel entraîne une hypoosmolarité. Cette compensation par l'absorption d'eau va entraîner une augmentation de la quantité d'eau et donc une hypotonicité extracellulaire entraînant une hyperhydratation intracellulaire secondairement. Donc, si on veut rechercher les étiologies de l'hyponatrémie, on est devant un déficit souvent du stock sodé, mais avec un excès du stock hydrique. Et on a donc une modification des deux secteurs, mais la résultante est un excès du stock hydrique par rapport au stock sodé. D'abord, il faut éliminer les hyponatrémies ou les fausses hyponatrémies ou les hyponatrémies hyperosmotiques, qui sont secondaires à la présence de substances osmotiquement actives. Ce sont les hyperglycémies, les états d'acidocétose ou d'hyperosmolarité hyperglycérémique, ou secondaires à la perfusion de mannitol. Dans ce cas, l'hyponatrémie est due à une dilution en rapport avec l'hypertonie plasmatique induite par l'hyperglycémie. Elle s'associe donc à une déshydratation intracellulaire. Il n'y a pas d'hyperhydratation intracellulaire. Dans les autres cas de figure, c'est l'hyponatrémie iso-osmotique ou la pseudo-hyponatrémie qui sont secondaires à des hyperlipidémies ou des hyperprotidémies sévères
et ne s'accompagne d'aucun trouble de l'hydratation intracellulaire. Si on a éliminé donc les fausses et les pseudo-hyponatrémies, on va être devant une vraie hyponatrémie ou hyponatrémie hypotonique avec une diminution de l'osmolarité plasmatique moins de 280 milliosmoles. Et dans ce cas, on aura une hyperhydratation intracellulaire. La deuxième partie de notre diagnostic étiologique est la recherche de la sécrétion d'ADH. On fait un ionogramme urinaire. Si elle est inférieure à 150, on est devant des affections au cours desquelles l'excrétion d'eau est normale et les urines sont diluées. C'est soit la polydipsie primitive, soit les psychoses, soit le reset osmostat. Le reset osmostat est un syndrome associé à certaines pathologies comme la tuberculose, l'alcoolisme, la grossesse, la polydipsie psychogène, certains carcinomes gastriques, coliques ou de l'ovaire, et on peut le trouver aussi chez les personnes âgées. Dans ce cas-là, on n'a pas d'absence de sécrétion d'ADH. Si l'osmolarité est supérieure à 150 milliosmoles, donc on est devant la situation d'affection au cours desquelles l'excrétion d'eau est anormale et les urines sont concentrées. On va chercher une cause qui stimule la sécrétion d'ADH, c'est-à-dire un stimulus hypovolémique. Troisième partie de notre diagnostic étiologique, en cas de sécrétion d'ADH, quand l'osmolarité donc est supérieure à 150 milliosmoles, il faut évaluer l'état du secteur extravasculaire, c'est-à-dire le capital sodé. Soit on est devant une déshydratation extracellulaire associée, dans ce cas, le déficit sodé est très important et on a un gain de capital hydrique. Soit on est devant un secteur extracellulaire tout à fait normal, la volémie est normale, donc le déficit sodé n'existe pas, le capital sodé est normal, mais on a un gain hydrique. Soit on est devant une hyperhydratation extracellulaire, dans ce cas, on a un gain du capital sodé, mais le capital hydrique est d'autant plus important que le capital sodé. Dans le premier cas, donc le cas où le capital sodé est en déficit, on a un volume extracellulaire diminué, la perte d'eau et de sel prédominant sur la perte de sel. Dans ce cas, on a une natriurèse, soit elle est basse, inférieure à 20 millimoles. Dans ce cas, on est devant des pertes extrarénales, soit des diarrhées, des vomissements, des fistules ou aspirations, ou bien des pertes cutanées par brûlure lors du marathon ou lors de la mucoviscidose. Soit on est devant une natriurèse supérieure à 20 millimoles. Dans ce cas, soit c'est les pertes rénales secondaires ou diurétiques, surtout les thiazidiques, soit devant un cérébral salt wasting, qui est un syndrome associé dans les maladies du système nerveux central, entraînant une hyponatrémie avec une augmentation de la natriurèse et une hypovolémie. Soit on est devant une insuffisance surrénalienne, soit devant des néphropathies perdeuses de sel. Dans le cas où l'excès d'ADH, dans le cas où il y a un excès d'ADH, soit on a une sécrétion inappropriée avec un volume extracellulaire normal et le capital sodé est tout à fait normal. La rétention d'eau est secondaire à un syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH, c'est-à-dire des affections neuropsychiatriques, certains médicaments ou des affections pulmonaires. Soit on est devant une potomanie ou bien les endocrinopathies, soit donc c'est une insuffisance surrénalienne par hypocorticisme ou bien les hypothyroïdies. Dans le cas où on a un volume extracellulaire augmenté, c'est-à-dire le capital sodé est augmenté, on a une rétention d'eau et de sel, mais prédominante sur la rétention d'eau. Donc, on aura soit une natriurèse élevée supérieure à 20 millimoles, c'est le cas de l'insuffisance rénale aiguë oligurique iatrogène avec perfusion de soluté, surtout hypotonique. Dans le cas où la natriurèse est inférieure à 20 millimoles, on est devant les états œdémateux avec hypovolémie relative, c'est-à-dire l'insuffisance
cardiaque congestive, la cirrhose et l'insuffisance hépatocellulaire, ainsi que le syndrome néphrotique iatrogène, avec perfusion de soluté, surtout hypotonique, qui peut aggraver le cas. On peut être aussi devant des situations de dénutrition grave et lors de la grossesse. Le traitement des hyponatrémies est double. Il faut d'abord corriger l'hypotonie plasmatique et secondairement traiter l'étiologie. Le traitement symptomatique, il est délicat car une correction du trouble trop lente ou trop tardive peut aboutir à laisser évoluer un œdème cérébral. D'un autre côté, un traitement trop rapide peut conduire à la survenue d'une myélinolyse centropontine. Les hyponatrémies aiguës symptomatiques nécessitent une correction active par du sérum salé hypertonique. L'élévation de la natrémie doit atteindre 2 à 4 millimoles par litre en 2 à 4 heures jusqu'à disparition des signes neurologiques. Dans tous les cas, il ne faut pas dépasser une correction de plus de 10 à 12 millimoles en 12 heures à 24 heures et de 18 millimoles en 48 heures. Le traitement actif doit toujours être stoppé dès que la natrémie atteint un chiffre de 130 millimoles par litre. Ce traitement nécessite une surveillance en unité de soins intensifs avec des contrôles biologiques, c'est-à-dire un ionogramme sanguin répété toutes les 2 à 4 heures. Les hyponatrémies chroniques asymptomatiques ne nécessitent pas de traitement urgent et font surtout appel à la restriction hydrique, les diurétiques de l'anse et probablement parfois aux antagonistes des récepteurs de la vasopressine. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'hyperhydratation intracellulaire est une augmentation du volume du compartiment intracellulaire qui traduit un bilan hydrique positif. Il n'y a pas de modification du bilan sodé. Il y aura une hyposmolarité avec une hyponatrémie. C'est surtout un problème des centres de la soif ou bien c'est la présence d'un stimulus hypovolémique de la sécrétion d'ADH. Il faut surtout apprécier l'état du volume extracellulaire parce qu'il conditionne la conduite à tenir thérapeutique. Le traitement, quand il est trop rapide, peut conduire à la survenue d'une myélinolyse centropontine. La déshydratation intracellulaire traduit le transfert d'eau des cellules vers le compartiment extracellulaire. Ce transfert est provoqué par une hypernatrémie avec une hyperosmolarité plasmatique. Le volume du compartiment extracellulaire est variable. Il peut être normal, entraînant une déshydratation intracellulaire pure, comme il peut être diminué, engendrant une déshydratation globale, ou bien il peut être élevé, entraînant une déshydratation intracellulaire et une hyperhydratation extracellulaire. Dans tous les cas de figure, le bilan hydrique est négatif. L'hypernatrémie reflète un déficit en eau totale par rapport au sodium total. Le sodium total, il est calculé par le volume du liquide extracellulaire. Donc l'hypernatrémie, elle doit donc être interprétée en fonction du volume du liquide extracellulaire. Soit c'est une hypovolémie associée, soit c'est une euvolémie ou bien c'est une hypervolémie. L'hypernatrémie implique une altération des mécanismes de la soif ou une limitation de l'accès à l'eau. Toutes ces deux situations peuvent être des facteurs favorisants ou bien des causes primitives. La deuxième cas de figure, c'est d'avoir des pertes d'origine hypotonique, c'est-à-dire on aura une hypernatrémie entraînant une déshydratation hypertonique hypernatrémique. La déshydratation est d'abord intracellulaire au début, puis elle devient mixte car les mécanismes de compensation de la perte du liquide intracellulaire ne peuvent pas remplacer le liquide perdu par le milieu extracellulaire.
Le symptôme principal de l'hypernatrémie est la soif. L'absence de soif chez un patient conscient qui a une hypernatrémie évoque une anomalie du mécanisme de la soif. Les signes cliniques sont essentiellement neurologiques, corrélés à l'hypernatrémie. La symptomatologie est d'autant plus marquée que l'hypernatrémie est profonde et s'est installée rapidement. On aura donc une atteinte des fonctions du système nerveux central due à la déshydratation des cellules cérébrales. On pourra voir une confusion, une excitabilité neuromusculaire, une hyperréflexie, des convulsions ou même un coma. Une lésion cérébrovasculaire avec hémorragie sous-corticale ou hémorragie sous-arachnoïdienne avec même des thromboses veineuses ont été décrites chez les enfants décédés d'une hypernatrémie. Pour le diagnostic étiologique, il faut d'abord estimer l'osmolarité plasmatique. L'hormone antidiurétique, son niveau augmente lorsque l'osmolarité sérique et dépasse les 275 milliosmoles. Elle entraîne une concentration accrue d'urine. La réponse appropriée du tubule rénal à l'ADH permet la réabsorption d'eau et réduit ainsi la perte d'eau par les urines. L'hypovolémie aussi peut stimuler la sécrétion d'ADH. Le mécanisme de la soif, quand il est intact, il va stimuler l'ingestion d'eau pour maintenir une hydratation normale suite à une hyperosmolarité. Si on n'a pas les urines concentrées, donc il faut chercher la cause. Soit c'est un trouble neurologique de la soif, soit c'est un environnement inapproprié. Par exemple, quand on est dans le désert, on est devant une situation de déshydratation sévère. Soit on a une perte d'eau d'origine extrarénale ou rénale. Une fois qu'on a calculé l'osmolarité plasmatique, on va identifier le mécanisme en calculant l'osmolarité urinaire. Soit elle est basse, on est devant un diabète insipide néphrogénique quand il y a une insensibilité tubulaire à l'action de l'ADH. Ce sont les phases de récupération de la nécrose tubulaire aiguë et de certaines néphropathies. On est devant un diabète insipide vrai quand il y a une absence totale de sécrétion hypophysaire d'ADH. Dans le cas où l'osmolarité est élevée, les urines sont concentrées, donc il y a de l'ADH. Il y a souvent une perte de sel et d'eau, mais la perte d'eau est plus importante que la perte de sel. C'est le cas de la polyurie osmotique ou bien dans le cas de perte cutanée par brûlure importante ou de perte digestive. Le remplacement adéquat de la volémie et de l'eau libre est très important. L'objectif principal du traitement, c'est la normalisation de la volémie et du déficit en eau libre. Donc, l'hydratation orale, elle est très efficace chez les patients conscients qui ne présentent pas d'anomalie des fonctions digestives importantes. Dans l'hypernatrémie grave ou chez les patients incapables de boire du fait de vomissements par exemple continus ou de troubles psychiatriques, l'hydratation intraveineuse est préférable. L'hypernatrémie survenue dans les dernières 24 heures doit être corrigée au cours des 24 heures qui suivent. Donc, il faut être rapide. Cependant, si l'hypernatrémie est chronique ou de durée inconnue, elle doit être corrigée en 48 heures et l'osmolarité plasmatique doit être réduite avec une vitesse de moins de 0,5 milliosmoles par litre par heure afin d'éviter l'œdème cérébral causé par l'excès de soluté au niveau cérébral. En cas d'hypernatrémie et de surcharge du volume extracellulaire, c'est-à-dire que la teneur en sodium du corps est très élevée, le déficit en eau libre peut être remplacé par du sérum glucosé à 5% en IV. Ceci peut être associé à un diurétique de l'anse. En cas d'hypernatrémie et de volume extracellulaire normal, l'eau libre peut être remplacée par du glucosé à 5%
ou bien une solution saline à 0,45%. En cas d'hypernatrémie avec hypovolémie, en particulier chez le diabétique en coma hyperglycémique non cétosique, une solution saline à 0,45% peut être administrée. L'alternative, c'est l'association de sérum physiologique à 0,9% associé avec du glucosé à 5% pour restaurer le sodium et l'eau libre. Ici, on voit l'image d'un œdème cérébral quand on a une correction trop rapide. Donc, il faut faire une correction moins de 10 à 12 millimoles par 24 heures afin d'éviter la constitution de l'œdème cérébral. Ce qu'il faut retenir, c'est que la déshydratation intracellulaire est une diminution de volume du compartiment intracellulaire qui se traduit par un bilan hydrique négatif. Le bilan sodé est tout à fait normal. Il y aura une hyperosmolarité avec une hypernatrémie. Elle peut être secondaire à un trouble de la soif tel que l'hypodipsie ou bien à une perte extrarénale ou rénale d'eau. Souvent, elle est associée à une déshydratation extracellulaire et dans ce cas, elle constitue une déshydratation globale. Le risque d'œdème cérébral se voit quand la correction de l'hypernatrémie est trop rapide. Et je vous remercie pour votre attention.